Sinon, je ferai comme ça. Donc, retenez bien cette phrase. On va revenir dessus et c'est un fil rouge. Tout ce qui n'a pas de raison d'être disparaît. Mais avant cela, on est en mai 2015. Championnat de France de salle de boxe française, les finales au Pierre de Coubertin. Et encore une fois, je perds. Donc, c'est ma 5e finale que je perds d'affilée. Mon rêve, c'est d'être en équipe de France. J'y suis, mais tout le temps numéro 2, jamais numéro 1. Et je m'étais tout le temps dit, le jour où j'arrête mes études, j'arrête aussi le sport de haut niveau. Donc, j'arrête mes études, j'arrête le sport de haut niveau. Et là, pendant 6 mois, 4 à 6 mois, j'ai une période où je suis vraiment au fond du trou. Avec cette question qui est « Qui suis-je » Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu. Il y en a qui l'ont déjà eu, cette question « Qui suis-je » Vous savez, il y avait comme un poids, etc. Bref, et je continue avec ça. J'avais commencé la préparation mentale classique à l'époque, donc sophrologie en équipe de France, hypnothérapeute, coaching classique. Ça m'avait aidé, ça m'a amené la pensée positive, etc. Mais le blocage de fond était toujours présent. Et cette question « Qui suis-je » était toujours présente. Du coup, en continuant de me former, un jour, je décide de partir chez des moines en Thaïlande en méditation Vipassana. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Vipassana, c'est sans lire, sans écrire, sans parler. Donc pendant 20 jours. Et avec cette intention de répondre à cette question « Qui suis-je » Je me rappelle à l'époque, j'étais en colocation avec, pour ceux qui connaissent, Julien Musi. Et je lui dis « Ok, dans 3 semaines, je pars méditer chez des moines. » Il me fait « Ok, tu pars en Vipassana ?» Ouais, 10 jours. Non, c'était écrit 20 jours pour les débutants. Je fais « Pierre, tu te rends compte 20 jours ?» Je dis « Je sais pas, 20 jours sur une année, c'est pas beaucoup. Sur toute ma vie, c'est pas beaucoup. » Et en fait, rendu en Thaïlande, où j'ai fait l'erreur de faire des vacances avant de rentrer dans le temple, j'ai vu que mes priorités avaient changé. Je suis passé de basket, plage, bière avec des moines, et juste à me taire pendant 24 heures sur 24. On parlait juste 5 minutes par jour avec le moine, même pas 1 minute. Et la question, c'était « Comment tu te sens ?» J'ai bien, ok, c'est normal. J'ai mal, ok, c'est normal. Donc tout était normal. Jusqu'ici, tout va bien. Donc j'ai appris la ratification, quoi. À chaque fois, c'est normal. Et donc on arrive au 14e jour, et là j'ai la réponse à la question qui arrive en mode je suis en train de méditer et je commence à avoir un fou rire. Après avec les moines, je me dis je me retiens un petit peu quand même, ça aurait fait moyen. Et je réalise que finalement je suis tout. Je réalise qu'à l'intérieur de moi, j'ai toutes les identités. Je peux être humble, je peux être altruiste, je peux être gentil, je peux être méchant. Je peux être tout ça à l'intérieur de moi en fait. Le champ des possibles, il existe. En revanche, dans la matière, en fonction d'un instant T, je vais choisir qui j'ai envie d'exprimer. Par contre, au moment où je vais exprimer quelque chose, d'autres, avec leur point de vue et leur expérience, leur vécu, vont pouvoir me juger de manière différente. Et donc, je réalise que je peux être jugé altruiste devant des gens, et en même temps, je peux être perçu comme égoïste, carriériste, manipulateur, marketeur. L'exemple que j'ai en tête, je peux décider de partager des vidéos sur YouTube de manière « Ah, j'ai trop envie d'aider des gens », et en même temps, il y a des gens qui vont dire « Ah lui, Pierre, c'est un marketeur ». Donc, je peux être tout à la fois en fonction des angles de vue des gens. Et donc, cette question résolue, ok, je comprends que je suis tout, etc., qu'il y a un truc qui est un être à l'intérieur de moi ou à l'extérieur, je ne sais pas trop, mais la partie être et une partie humaine. Et qu'en fait, on n'est pas que des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains, mais des êtres et humains. Une partie intangible et une partie tangible. Et je continue avec ça et je réalise que, comme chaque question ou chaque challenge qui est résolu, qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'autres qui arrivent. Et la question qui arrivait derrière, c'est « Pourquoi je suis ici ?» Merci les gars, c'est top. Je vais bien m'en sortir avec ça. Et donc après, c'était « Pourquoi je suis là ?» Et donc, je vois qu'un être humain a souvent ces grandes questions qui arrivent, qui est le « D'où je viens ?» Qui suis-je? Où je vais? Et le « Pourquoi je suis là ?» Et donc, le « Pourquoi ?» c'est vraiment la partie mission. Et ce que j'aimerais aujourd'hui partager avec vous, c'est vraiment qu'il y a une partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, une partie être, une partie essence, une partie infinie, informelle, intemporelle, immatérielle, une partie humaine, qui est la partie finie, formelle et matérielle. Humain, l'étymologie c'est humus, c'est la terre. Okay, donc il y a une partie qui est, si on vous rend Adam, pour ceux qui s'intéressent un peu à la théologie, Adam c'est Adama, c'est le terreux, c'est la terre. Okay. Et du coup, mon objectif avec ça, ça va de vous amener à vous connecter justement à ce pourquoi, à ce why. Ce qu'on a vu, c'est la rectitude, c'est le télos, ce que les Grecs appellent le télos, la direction,
qui permet de justement pouvoir traverser soutien challenge au même degré. OK? Bon, juste avant cela, je vais faire un petit point sur des patterns de base de l'être humain à connaître. Comprendre le SPI. Le SPI, c'est quoi? C'est le système de priorité qui est intrinsèque. Donc, chaque être humain a un système de priorité intrinsèque. Ça peut être voyager, ça peut être sa famille, ses enfants, ça peut être transmettre, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être les finances, etc., etc. Bref, on a tous des priorités qui sont différentes. Et la vie, notre inconscient, je ne sais pas, va nous soutenir et nous challenger pour pouvoir vivre à travers ce qui est le plus important pour nous au quotidien. Et plus on va s'éloigner de notre système de priorité intrinsèque, plus on aura besoin de motivation. Motivation égale un motif pour se mettre en mouvement. Motif, movere. Motif et mouvement. Donc, il faut que j'atteigne ça, comme ça j'aurai la carotte. Et si je ne l'ai pas, alors attention, je vais avoir le coup du bâton. Okay? Donc, motivation, c'est vraiment, je cherche des motifs pour me mettre en mouvement. À l'inverse, quand on est dans l'inspiration, dans la rectitude, in spirit, c'est l'esprit étant dedans, j'ai naturellement l'enthousiasme qui est là. Okay? Je n'ai pas besoin de motivation, je passe à l'action naturellement. Donc ça, c'est comprendre que chaque être humain a un système de priorité intrinsèque et qu'il est vraiment différent. Et on a des symptômes. Symptômes qu'on est déconnecté de notre SPI, de notre système de priorité intrinsèque, c'est on va avoir des discours comme « il faut »,« je dois faire ça »,« il faut que je fasse ça ». Quand on a le « il faut », le « je dois » qui arrive en boucle, ça peut être « il faut que j'aille courir, j'y vais, je me mets un coup de pied aux fesses et j'y vais et c'est OK ». Mais quand on voit que c'est « il faut »,« je dois », qu'on traîne ça pendant des semaines et que ça… Vous savez, on a la sensation de ramer à contre-courant, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ben là, c'est qu'automatiquement, on est en train de s'éloigner de notre système de priorité intrinsèque. On est en train de se minimiser par rapport à quelqu'un ou un dogme. Et donc, on perd en énergie, ça devient vraiment épuisant. OK? Et pour ceux qui ont des équipes, comment est-ce qu'on sait quand notre équipe est dans son système de priorité intrinsèque ou pas? Un membre de mon équipe est dans son système de priorité intrinsèque. Quand il va dire ce qu'il va faire, il le fait. Un membre de mon équipe n'est pas connecté à son système de priorité intrinsèque. Quand il va dire qu'il va faire quelque chose, mais il ne le fait pas. Donc, moi, dans l'équipe, quand quelqu'un dit « ouais, je vais le faire », et il ne le fait pas, une fois, deux fois, trois fois, je dis « non, on va arrêter là. Ce n'est pas important pour toi ». Donc, le surmanagement en entreprise est un symptôme que les gens ne sont pas connectés à leur système de priorité intrinsèque. OK? Donc, les exemples, c'est « je dois être plus discipliné en termes de discours interne, il faut que je publie sur les réseaux sociaux, je devrais être plus déterminé, je dois avoir un plan d'action, etc., etc. » Moi, par exemple, si je vois un plan d'action en termes de chiffre d'affaires, Q3, Q4, je ne le fais pas, je sais que je ne vais pas tenir. Par contre, un plan d'action en termes de X vidéos YouTube, écrire un bouquin, etc., là, je sais que je suis discipliné. Naturellement, je le fais. Donc, je me concentre dans l'entreprise sur faire du contenu, vidéo YouTube, écrire des bouquins, etc. Il y a le 4e qui va sortir dans 1 mois, en 4 ans, parce que là, je sais que naturellement, je passe à l'action. Donc, c'est à nous d'identifier, sans se minimiser, dans quoi je suis naturellement inspiré, en fait. Okay, ou je dois bien dormir avant une compétition, etc. Donc, dès que vous avez des symptômes du type « je dois »,« il faut », ce sont des symptômes. Et le truc qu'on apprend en coaching classique, c'est « ah bah je vais remplacer ». Je vais mettre, au lieu de dire « je dois », je vais dire « j'aimerais faire ça » ou « je choisis de faire ça ». C'est bien, c'est une première étape, mais ça reste un pansement. J'accompagne des athlètes de haut niveau et je me rappelle d'une athlète avant les Jeux Olympiques qui me dit « je dois bien dormir avant une compétition. Il faut que je dorme bien avant la compétition. » Ok, remplace par « j'aimerais dormir avant une compétition » ou « je choisis de dormir avant une compétition ». Vous êtes d'accord? Ça va être difficile en fait. Donc l'idée à chaque fois qu'il y a un « il faut, je dois », c'est d'identifier, là je sais pas, il y en a qui ont des « il faut, je dois » qui reviennent en boucle? Personne? Ok, simplement quand vous posez sur le « il faut », vous êtes présent à ce « il faut ». Je sais pas s'il y en a qui veulent le faire, là juste 3 secondes. Vous posez présent à ce « il faut » et vous dites de qui ou de quoi ce « il faut » vient. Et vous allez trouver un référentiel. Ça va être un autre être humain, ça peut être un bouquin que vous avez lu, ça peut être un mentor, ça peut être un objectif. Là, en l'occurrence, c'était « mon préparateur mental m'a dit il faut que je dorme bien avant les compétitions ». Ok, donc il faut, ça vient de qui? De ton préparateur mental. Et là, on a fait ce qu'on appelle une dépolarisation inversée. Donc tu perçois que dès qu'on se laisse injecter un système de valeurs, ça veut dire qu'on perçoit qu'un autre être humain a quelque chose que nous, on n'a pas. Là, en revanche, du coup, c'était « ok, qu'est-ce que tu perçois que ton préparateur physique, que ton préparateur physique a que toi, tu n'as pas? Ah bah lui, il a des compétences. Ok, sous quelle forme tu as les compétences? Ah bah je les ai déjà, c'est moi qui suis sur la planche, etc. Donc je sais faire c'était du snow à l'époque.
Et du coup, quand on a vu, OK, maintenant, sous quelle forme ton préparateur physique a aussi l'inverse, donc n'a pas les compétences, bah, c'est pas lui qui est sur la planche de surf. Et là, pouf. Et après, on a vu toutes les fois dans le passé où elle avait mal dormi, elle avait perfait. Toutes les fois dans le passé où elle avait bien dormi, elle avait contre-perfait. Pour voir que finalement, quand on est à haut niveau, c'est pas une fois où on manque de sommeil qui va faire la différence. Mais vraiment, justement, parce qu'on est frais mentalement, on peut pousser. Okay, c'est vraiment important mentalement, en tant qu'entrepreneur, je pense, d'être frais. Parce qu'encore une fois, quand on est frais mentalement, on a l'énergie pour pousser le corps. Okay, à l'inverse, quand on n'est pas frais, même avec un bon physique, on a du mal à pousser le corps. Donc c'est pour ça que moi, j'essaye au maximum de préserver mon bien-être mental et mon énergie. Parce que je sais qu'avec ça, dans les moments difficiles, je peux pousser. Mais l'inverse, c'est plus difficile. Je dis tout le temps, je préfère un athlète de haut niveau prêt à 100% mentalement et à 90% physiquement que l'inverse. J'ai un exemple, Jessica en jet ski. Donc avant qu'on bosse ensemble, elle avait été plusieurs fois, elle n'avait jamais été sur le podium. Elle était 4e, 5e, on bosse ensemble. Elle fait son premier podium. Et 3 mois après, donc Jessica Chavan en jet ski, 3 mois après, elle fait championne du monde. Et là, 2 ans plus tard, elle a été élue meilleure pilote confondue. Meilleur pilote confondu en toutes les catégories confondues. Et du coup, c'était intéressant aussi parce que il fallait que je sois au top physiquement. Et finalement, comme par hasard, 3 semaines avant la compète, elle tombe malade. Elle voit qu'elle n'a pas l'énergie, etc. Et finalement, en voyant tous les bénéfices pour elle de justement pas être à 100%, c'est ce qui lui a permis de pousser son corps et de finir première et de gagner son premier titre de champion du monde. Donc, à chaque fois, ayez vraiment le réflexe de prendre soin d'abord de ce que vous aimez faire, de ne pas vous épuiser mentalement, parce que c'est ça qu'emmène le corps, et pas l'inverse. Même si des fois c'est difficile. Alors, à l'inverse, le symptôme que vous êtes connecté à votre SPI, c'est qu'on est naturellement compétitif. Pas compétitif contre les autres, compétitif avec soi. On veut tout le temps faire mieux. Des enfants qui sont aux jeux vidéo, même si le challenge est difficile, ils ont envie de passer au niveau supérieur. Okay, ils évoluent comme ça. Quand on est naturellement résilient, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de lâcher. On ne lâchera pas. On n'a pas peur de l'échec quand on est connecté à son système de priorité intrinsèque parce qu'on sait qu'on va continuer même si on échoue. Okay, et il n'y a même plus d'échec, en fait, il n'y a que de la capitalisation et de l'apprentissage. On est naturellement fiable, c'est-à-dire on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et il y a la notion d'espace-temps qui disparaît. Je ne sais pas si vous êtes tellement plongé dans votre truc, il n'y a plus d'espace-temps, vous y allez. Et c'est plus léger. Okay, quand on est en dehors de notre SPI, il y a la notion d'espace-temps, c'est long. Et on a l'impression qu'il y a... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi aujourd'hui, je le sens qu'énergétiquement, en fait, j'ai un gap à aller au point B. Et du coup, là, je me dis, OK, en fait, ce n'est pas fait pour moi. Dessus. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou mauvais SPI. Je me rappelle un coup, un entrepreneur, on fait ça, il me fait « ma fille, elle n'a pas de mental ». Comment ça, elle n'a pas de mental? On a fait une sortie en VTT et elle a arrêté, elle n'a pas suivi, elle a décroché. OK, qu'est-ce qu'elle aime, ta fille? Le piano. OK, et du piano, elle peut jouer et tout, etc. Les cours, elle continue, elle persévère, etc. OK, t'as déjà essayé le piano? Ouais. Tu tiens combien de temps? Franchement, au bout de 5 minutes, j'ai arrêté, ça me saoulait. OK, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as du mental en vélo, mais pas en piano. Et ta fille, en vélo, elle n'a pas de mental parce que c'est pas important pour elle. En piano, elle en a. Bam, ouais. Moi, je ne crois pas à l'être humain qui n'a pas de mental. Je crois à des êtres humains qui sont déconnectés de ce qui est important pour eux. Et quand tu reconnais quelqu'un qui est déconnecté à ce qui est important pour lui, à quelque chose qui est important pour lui, d'un seul coup, il performe. Une maman aussi, en badminton à l'époque, elle voulait monter en régional en badminton. Elle était là, mais ouais, non, je veux pas échouer et tout. Ok, ça vient d'où? Ça vient de qui? Je veux que les autres, ils voient que je sois fort mentalement. Donc, je perfais, je veux aller en régional. Ok, ça vient de qui? De quoi? Tu te compares à qui? Elle lâche rien. Du coup, on fait pareil, dépolarisation inversée. Et là, elle voit que finalement, avec ses enfants, elle lâchait rien. Avec son mari, même quand c'était tendu, elle lâchait rien. Elle arrivait à préserver la vie de famille. Elle était présente pour ses enfants, alors que sa collègue avec qui elle se comparait, elle avait justement lâché la vie de famille. Okay, donc, elle a vu que, encore une fois, priorité intrinsèque, c'est juste une comparaison. Donc, à chaque fois, il n'y a pas un être humain qui est plus fort qu'un autre mentalement, c'est juste des êtres humains qui ne sont pas au bon endroit. Comme ça, j'ai dit tout à l'heure, donc, plus on est dans « je fuis le bâton et je vais vers la carotte », plus c'est vraiment l'humain, c'est le corps. Okay, le corps, il bouge en horizontalité. Okay, il est vraiment dans le pathos, les souffrances de la matière. Il bouge en horizontalité, il va vers la carotte, il fuit le bâton. L'être, lui, il est vraiment dans symboliquement la rectitude, dans l'inspiration, il fait les choses avec moins d'oscillations émotionnelles et il voit naturellement plus à long terme.
Quand je suis déconnecté de mon SPI, je vois les choses à court terme. Et je veux absolument la récompense. Quand on est connecté de notre SPI, c'est vraiment le chemin qui est la récompense et pas l'objectif. Même si on est quand même content d'obtenir l'objectif. Donc pour vérifier son alignement, on ne va pas traîner là-dessus, mais moi il y a un exercice souvent qu'on fait, pas dans notre programme, mais dans les journées de séminaire plutôt. On note, vous pouvez noter, vous pouvez prendre ce tableau, vous pouvez vous poser, ok, qu'est-ce qui est réellement et intrinsèquement important pour moi? Donc voyager, faire ça, transmettre sur ça, ma famille, le sport, etc. Vous dites à chaque fois, vous prenez vos items et vous dites, ok, entre celui-là et celui-là, lequel est le plus important pour moi? Et vous notez comme ça. Et à côté, vous allez noter là où vous passez le plus de temps. Ce qui se passe, c'est que si des gens ont par exemple sport ici, mais travail, finance, sport ici, ils sont désalignés. Et donc, c'est normal que ça ne va pas. C'est très difficile de lâcher ici, parce que ça, c'est ce qui est intrinsèquement important pour nous. C'est très facile de dire, tu sais quoi, finalement, au lieu de faire ça, j'avais prévu de faire ça en 1 mois, je vais le prendre 6 mois. Est-ce que ça change quelque chose à ma vie? Non. Du coup, je relâche. OK. Ça va jusqu'ici, des questions? On pourra les prendre après. Donc le petit tableau, de toute façon, je pourrais vous filer ce qu'on a fait. Donc j'aime bien aussi cette pyramide de Robert Dills, que je pense que beaucoup connaissent, où voilà, on a cette pyramide de Robert Dills avec l'identité, va définir nos croyances, les capacités, les comportements, l'environnement. Et au-dessus, on a vraiment la mission. Okay, la mission, elle part tout le temps vers l'extérieur, elle s'agrandit. Pourquoi? Parce que ici, c'est le je, c'est l'ego. Okay, ça passe de l'infini au fini. Okay, donc, être, faire, avoir ici. Et un être humain, c'est très simple. Si vous voulez garder des gens à long terme dans votre entreprise, c'est très simple. Un être humain restera avec vous s'il se perçoit entre évoluer individuellement et contribuer. Ok? J'évolue, je contribue, c'est une clé de l'accomplissement. J'évolue, je contribue. Symboliquement, c'est, pour ceux qui s'y intéressent, c'est l'échelle de Jacob, avec les anges qui montent d'un côté et qui descendent de l'autre. Okay, j'évolue, je contribue. J'évolue d'une marche, je contribue, j'aide les autres qui sont à la marche du dessous à évoluer. Donc, évolution individuelle, contribution universelle. Donc, la mission, elle est infinie, elle n'a pas d'espace, pas de temps, elle est informelle. La vision, elle est finie, elle a un espace, elle a le temps, elle a un espace, un temps, elle est formelle. En gros, la mission, clairement, c'est quelle est ma contribution? J'aide qui à faire quoi? J'aide qui à obtenir quoi? En quoi je suis utile? Tout simplement. Et la vision, c'est plus l'objectif d'entreprise. Dans 5 ans, on sera là, ça aura telle forme. La mission, en général, elle ne bouge pas. La vision peut bouger. Il y a un Covid qui arrive. Merde, la vision, il va falloir que je retravaille. Du coup, je dois être prêt à détruire la vision pour construire une nouvelle vision. On va approfondir un peu après. Ensuite, la mission. Les gens préfèrent travailler pour une cause, pour un pourquoi, que pour un qui. Encore une fois, la cause, dans la pyramide de Robert Dills, c'est ce qu'il y a au-dessus. Okay, c'est la mission. C'est ce qui nous dépasse, c'est ce qui est plus grand que nous. C'est ce qui réunit. Et quand on va communiquer sur la mission, on va créer de la gravité. Okay, il y a quelque chose qui naît, on crée de la gravité. Quand un enfant il va naître, il va attirer des gens autour de lui. Vous êtes d'accord? Et à l'inverse, quand il y a un grand-parent qui va mourir, d'un seul coup, on ne va plus voir nos cousins. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, il y a plein de gens que je ne vois plus parce que ma grand-mère est morte. Donc, quand on meurt, on crée de la dispersion. Quand on fait naître une mission, avec une vision, on va attirer de la gravité. Et plus on va communiquer sur la gravité, sur la mission, j'aide qui à faire quoi. Notre rôle, c'est ça, et on va l'assumer. Même si après, il y a les outils du marketing qui arrivent là-dessus. Plus on va communiquer sur le why, sur le pourquoi, plus on va attirer autour de nous. Et moi, comme je dis souvent à l'Académie d'Haute Performance, au début où j'avais peu de finances, etc., ce qui m'a fait attirer des gens comme Lionel, etc., qui ont été prêts à justement payer pour bosser avec moi, c'est le fait que j'avais la mission, en fait. Et j'étais en mode, OK, le sport de haut niveau, aujourd'hui, pour les sportifs de haut niveau, l'accompagnement, à mon sens, il n'est pas assez efficient. Je me suis formé en France et j'ai vu qu'en France, il n'y avait pas les solutions pour moi. J'ai continué en méditation et après avec un Américain qui s'appelle Dr. John DeMartini. Et dans sa méthode, il y avait une grande partie qui aidait les sportifs. Et du coup, en France, le but, c'est de révolutionner la préparation mentale et d'apporter et d'aider le maximum de sportifs.
Okay, et du coup, j'ai attiré des gens qui étaient touchés par le sport de haut niveau, des gens qui soit ont performé, mais soit ont été des dépressifs du sport de haut niveau. Il y en a quand même plus de 24%. Et je les ai amenés autour de cette mission. On a pu construire une équipe. Okay, la mission, c'est vraiment ce qui va construire. C'est vraiment l'énergie, en fait, qui va agglomérer autour d'eux. Donc, plus vous allez vous habituer à communiquer en boucle sur la mission, même d'un point de vue marketing, même pour vos clients, les gens préfèrent venir pour un pourquoi que pour un qui. Et vous êtes juste un véhicule qui permet à l'entreprise de pouvoir grandir. Moi, je vois vraiment l'entreprise comme quelque chose que j'ai créé et finalement commence à avoir ces différents schémas. En mode bébé, elle a beaucoup besoin de moi. Adolescent, je commence à recruter, il commence à avoir des petites crises existentielles et donc je fais du recadrage. Ça reste moi le papa, entre guillemets. Et d'un seul coup, l'entreprise devient adulte. Et là, c'est possible que du coup, la mission de l'entreprise, parce que nous, en tant qu'être humain, on évolue, c'est possible que la mission de l'entreprise ne convienne plus à la mission du fondateur personnel. Et auquel cas, c'est être OK de lâcher, justement de structurer, de pouvoir revendre et de passer à autre chose. OK, si on revient sur justement une mission, comment est-ce qu'on la voit ? On va toujours prendre ce pattern-là. Enfin, on va prendre ce pattern-là. Il y a un être humain qui est dans un espace A, il veut aller dans un espace B. Donc, c'est-à-dire, si on prend l'exemple de Amazon, j'ai un être humain en face de moi qui est dans un espace A, il n'a pas le livre qu'il veut. Il veut aller dans l'espace B, avoir le livre qu'il veut. Et donc, j'ai une équation à résoudre qui est le temps, l'espace-temps. Une entreprise va permettre à ses clients d'obtenir ce qu'elle veut dans un temps le plus efficient possible pour lui. À partir du moment qu'on aide un être humain à obtenir ce qu'il veut dans un temps le plus efficient pour lui, on est sûr d'avoir un avantage concurrentiel. Et les gens qui disent c'est faux, etc., très souvent, on va voir que c'est de l'hypocrisie. On a plein de gens qui sont contre Amazon, mais factuellement, Amazon croît d'année en année. Je vais vous poser une petite question intermédiaire, justement. Ça, c'était chez John DeMartini, et souvent, c'est une question qui m'avait moi aidé. C'était se dire, en fait, si votre entreprise existe, c'est qu'elle a une raison d'être à son niveau, sans l'exagérer, sans la minimiser. Et la question intermédiaire que vous pouvez vous poser, c'est si demain, mon entreprise disparaît, qu'est-ce que le monde perd ? Prenez une minute pour la noter, commencez à réfléchir. Si demain, mon entreprise disparaît, qu'est-ce que le monde perd ? Qu'est-ce que mes proches perdent ? Qu'est-ce que mes clients perdent ? Souvent, quand je pose ces questions à des managers, au début, tout le monde sourit. Du coup, ils sont 1 par 10. Et on ne lâche pas, on les fait noter pendant 20 minutes, une demi-heure. À la fin, les gens ont des larmes de gratitude. Donc ça, vous pouvez noter, OK, c'est quoi si mon entreprise disparaît ? Qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que mes clients perdent ? Si votre entreprise est ici, elle est présente, elle est debout, c'est qu'elle a une raison d'être. Et plus vous allez vous connecter à cette raison d'être, plus c'est le why, plus ça va être facile de prendre les challenges qui vont avec. Puisque pour grandir, je veux dire, le but d'être sur Terre en tant qu'être humain, c'est croître, c'est grandir. Et pour grandir, on va être soutenu et challengé au même degré en permanence. Et tous ceux qui croient que le jour où j'aurai vendu mon entreprise, le jour où j'aurai ma médaille d'or, je serai plus heureux, on prend le revers de la médaille qui arrive derrière, comme l'expliquait Lionel ce matin. On se dit, merde, je ne comprends pas, pourquoi ça ne va pas, je viens d'obtenir ce que je voulais. Oui, tu as obtenu ce que tu voulais, tu as eu de l'avoir, tu as nourri ta partie matérielle. Sauf que le fini, le matériel, ne pourra jamais combler l'infini. Donc ce qu'on possède ne pourra jamais combler la partie être. Ce qui pourra combler cette partie être, c'est courir, entre guillemets, à travers, ou s'attaquer à travers des objectifs qui sont infinis, qui sont plus grands que nous. Et pour ça, ça passe naturellement, que vous en ayez conscience ou pas, on fera l'exercice après, par de la contribution. Hop. Ouais, ça, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir. À chaque fois, le but d'évoluer, c'est monter les échelons. Quand j'ai monté mon échelon, j'aide les autres à monter les échelons qu'eux n'ont pas masterisés. Et à chaque fois, quand je vais grandir, à chaque fois, je vais obtenir plus de leadership, de responsabilité. Et plus de leadership, de responsabilité. Et j'ai perdu le dernier mot. Merde, moi, ça me reviendra. Donc,
c'est pas confiance, leadership, responsabilité. Bon, j'ai perdu. Je vous le redirai après. Ça. Et du coup, pour grandir, complexité. Plus je grandis, plus je suis capable j'ai du leadership, donc je vois de plus en plus à long terme, de plus en plus d'espace à long terme. Quand je prends un avion, je vois plus d'espace. De complexité, parce que je suis capable de lasser mes lacets en pouvant parler, alors que quand je suis enfant, j'ai du mal à faire mes lacets. Et de responsabilité. Donc je passe vraiment d'un schéma qui est enfant à un schéma qui est adulte. Un enfant irresponsable à un adulte responsable. Rassurez-vous, on n'est pas tous responsables dans tous les domaines de vie. Moi le premier. Et là, pour ça, pour passer et pour gagner en complexité à chaque fois et pour être de plus en plus connecté à notre mission, la vie va venir nous soutenir et nous challenger au même degré. Et c'est là où c'est important d'être capable de lâcher la vision. Et donc pour ça, l'exemple du Covid a été un exemple parfait. C'est d'être capable, quand il y a un challenge, un coup dur qui m'arrive par rapport à l'entreprise, c'est de se dire OK, et que je vois que je commence à avoir du mal, c'est me dire OK, quels sont tous les bénéfices par rapport à la mission de l'entreprise que le challenge arrive. Et quand on avait travaillé avec un gars qui à la base venait pour le sport, et il y a eu le Covid, qui est dans le COMEX d'une grande banque, qui est dans le top 100. Et avec son département, enfin, j'avais bossé avec lui, il avait fait ça avec les 25 managers de son département de 25 personnes, de 500 personnes. Et lui, on avait fait ça, il leur avait dit « Ok, je vous envoie un mail, vous ne me répondez pas tant que vous n'avez pas noté 20 bénéfices au Covid pour la mission d'entreprise et 20 inconvénients s'il n'y avait pas le Covid. » Et en fait, grâce à ça, ils ont pu transformer la boîte et prendre un avantage concurrentiel sur une autre boîte concurrente, un autre département concurrent d'une autre banque qui, eux, n'arrivaient pas à lâcher cette vision-là, en fait. Donc, plus on a le réflexe de, quand on a un challenge qui m'arrive, de se poser sur un papier, de ne pas lâcher bénéfice, on peut en noter 20, 30, 40 et de passer 3 heures dessus s'il faut, jusqu'à ce que le système nerveux lâche. Et là, on comprend un autre niveau de conscience et on peut transformer. Et on peut prendre du coup des décisions en conscience, de dire « Ok, je vais détruire, je vais construire ». Parce que pour évoluer, je n'ai pas le choix que de détruire pour construire. Oups. Par exemple, si on prend l'exemple ici, donc pour l'évolution, à chaque fois, vous avez compris, il y a cette notion d'espace-temps. Comment est-ce que mes clients sont servis de la manière la plus efficiente possible? Et à chaque fois, il y a l'évolution qui est là. Et à chaque phase d'évolution, il y a une phase de récapitulation. La récapitulation, c'est quoi? C'est-à-dire que la récapitulation va manger les anciennes formes pour les contenir dans quelque chose de plus petit et de permettre à l'utilisateur d'avoir plus d'espace en un minimum de temps. Exemple, si on prend l'exemple des téléphones portables, à la base, il y avait les gros ordinateurs qui étaient pour faire décoller les fusées. D'un autre côté, il y avait les gros appareils photo, les grosses caméras. D'un seul coup, il y a eu les ordinateurs, plus petits ordinateurs, les GPS, les appareils photo. Et aujourd'hui, on a un iPhone qui a bouffé les gros appareils photo, les ordinateurs, etc. et qui contient tout ça. Et la prochaine étape, ça va sûrement être les lunettes holographiques, etc. Donc à chaque fois, je comprime, je vais manger les anciennes formes pour obtenir plus de complexité dans plus petit. Et à chaque fois, en menant une dématérialisation. À chaque fois qu'il y a cette évolution, il y a une partie de la matière qui disparaît pour aller sur quelque chose de beaucoup plus volatile, beaucoup plus rapide. Quand on regarde Amazon, beaucoup de gens disent « Bouh, Amazon a tué plein de libraires ». Oui, mais en fait, il apporte juste plus de valeur en un minimum de temps. Et au même degré où Amazon a tué plein de libraires, combien d'auteurs en auto-édition il a fait naître? À l'époque où moi j'étais un petit peu en mode « Ouais, Amazon, j'y vais pas trop, j'ai encore des charges sociales par rapport à ça, il y a 4 ans ». Et par rapport à mon livre, je fais une dépolarisation sur Amazon. Et là, paf, je réalise que, ah ouais, mais en fait, les libraires qui se plaignent et les maisons d'édition qui se plaignent que Amazon est en train de nous tuer, bah, en fait, eux, ils n'ont pas encore accepté mon livre au bout de 6 mois. Et sur Amazon, j'ai juste à cliquer sur un bouton, je touche 30%, je crois, du livre, alors que dans la maison d'édition, j'ai juste même pas quelques euros. Beaucoup moins, voilà. Donc, quand on comprend ça, que l'entreprise, à chaque fois, et je pense vraiment que ce qui va arriver, c'est des entreprises il y aura de plus en plus de très grosses entreprises qui vont absorber, et à côté, il y aura des petites entreprises. Et auquel cas, ce n'est pas grave, on peut choisir son camp, de dire j'ai la petite entreprise, l'assumer et de créer la valeur que
la grosse entreprise apporte pas. Et d'accepter qu'à chaque fois que je dois faire évoluer ma boîte pour la rapprocher à sa mission, eh bien, il y aura une phase de chaos, une phase de destruction qui amènera une phase de construction. Mais l'être humain est plus attaché à faire disparaître qu'à faire naître. Okay, on est plus attaché à ce qu'on perd qu'à ce qu'on gagne, naturellement. Donc les gens vont huer quand vous détruisez, okay, et vont avoir plutôt du mal ou vont dire « ouais, c'est normal qu'il a créé ça ». Donc il faut être prêt, si vous avez des idées demain qui arrivent, vous dites « ok, je dois faire un choix par rapport à la mission d'entreprise et si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Et c'est aligné avec mes valeurs, c'est aligné avec ma mission, j'y vais, je détruis. Et je suis prêt à être hué, critiqué par des centaines, des milliers de personnes. Ou alors, la mission n'est pas assez importante pour nous, et auquel cas, on est OK, on a de la gratitude que le concurrent passe devant nous. On dit, OK, c'est sa mission à lui, c'est pas la mienne. Et auquel cas, c'est pas grave, il y a plein de choses à créer, en fait. C'est OK pour vous? Donc, ordre, chaos, évolution, à chaque fois, gardez cette notion d'espace-temps. Qu'est-ce qui empêche un être humain d'obtenir ce qu'il veut en un minimum de temps possible? À chaque fois, c'est la gravité. Donc la gravité, espace-temps, gravité, c'est l'équation que chaque entreprise cherche inconsciemment à répondre. Pour m'empêcher d'obtenir le livre ce que je veux, ce qui m'empêche le plus rapidement possible, c'est mon corps, tout simplement. Donc je suis obligé de faire venir le livre. Et là, du coup, j'arrive dans un sujet que j'aime bien. Bon, vu que Gérald, ce matin, t'as dit que pour les blagues, fallait faire attention à ce qu'on disait, j'ai mis la mode des entreprises à impact. Au début, c'était le bullshit des entreprises à impact. Ça reste dedans? OK. Ce qui empêche de se connecter à sa mission. On insiste aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de la mode des « ah, ça, c'est une entreprise à impact ». OK? OK, donc ce que tu es en train de me dire, c'est-à-dire que les autres entreprises qui sont présentes ne sont pas des entreprises à impact. Mais déjà, c'est quoi l'impact? Et en fait, sur quoi on arrive, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un changement de hiérarchie du système de priorité intrinsèque. C'est-à-dire qu'avant, la réussite plus financière étant valorisée, et aujourd'hui, on commence à se rendre compte que, bah merde, j'accumule, mais ça ne me nourrit pas. Du coup, j'ai envie de quelque chose qui donne du sens. En fait, tu l'as déjà le sens, mais tu ne le vois pas. Et donc, on va se retrouver. Jérémy, tu pourras me dire si jamais, parce que j'ai un peu pensé à toi, je suis curieux des points de vue de Jérémy là-dessus, vu que tu es en plein dans cet accompagnement. Du coup, on arrive avec d'un côté des coachs qui sont dans, entre guillemets, je mets des gros guillemets, dans l'exagération, qui sont en mode nous on fait du bien, on fait du bien, on a des métiers qu'on a du sens, et du coup on ne veut pas faire de l'argent, donc ils sont frustrés parce qu'ils sont fauchés. Et de l'autre côté, on a les média employeurs, les financiers, etc., qui eux font de l'argent, mais se disent putain, je ne contribue pas assez. C'est très simple, si tu veux, je fais une observation. Tous ceux qui sont là pour faire de l'argent et qui ne disent que ça, en général, au bout de 1 à 3 ans, ils ont une crise existentielle, ils veulent tout arrêter parce qu'ils savent plus pourquoi ils le font. Et sur les coachs et les thérapeutes, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'à un moment, ils me disaient tous on veut de l'impact, ouais. Vous parlez trop d'argent, donc j'ai fait des pubs pour parler de l'impact, j'ai fait 0 de chiffre d'affaires, je fais écouler la boîte. J'ai redit 10 000 € par mois en 90 jours, j'ai fait 100 000, je fais bon, voilà, j'ai compris quel impact vous voulez, quoi. Voilà. Et oui, en fait, ce qui est réprimé ici, d'autres l'expriment ici. Donc, ce que je vais réprimer parce que je me dis que c'est mal, quelqu'un va l'exprimer sans même y penser. Okay, donc, et on va s'attirer personne, situation, circonstance en boucle. On va dire, mais pourquoi il y a tout le temps que des gens incompétents? Je te parie que tu as le syndrome de l'imposteur. Tout le temps. Lui, il n'y a que des gens illégitimes. Ok, pareil, syndrome de l'imposteur. Il n'y a que des gens qui sont égoïstes. Ok, je parie que du coup, toi, tu n'arrives pas à assez te mettre en avant et à prendre aussi. Donc, okay, tant qu'on a ici, du coup, des gens qui vont inconsciemment s'exagérer et repousser et dire l'argent, c'est mal, et bien du coup, ils ne vont pas l'attirer, ils vont s'en éloigner alors qu'au fond d'eux, ils le veulent. Et à l'inverse, on va avoir des gens qui, eux, ne voient pas leur utilité et qui vont se dire « Ah, ils ont du sens, c'est trop bien ». Il y a ça. Et si on fait un petit... Ça, j'ai rajouté hier avec la conversation de Gérald. J'aime bien, si vous regardez la Genèse, Adam et Ève ont combien d'enfants? Il y en a 3. Il y a Abel le premier. Ouais, Caïn le premier, Abel le deuxième. Et Caïn, c'est celui qui est vraiment dans la matière. Celui qui est la matière. Abel, c'est plus le côté spirituel. Et quand ils font l'offrande, bref, on va passer les détails, mais quand ils font l'offrande devant Dieu, etc., il y a Dieu qui reconnaît le cadeau d'Abel et pas celui de Caïn. Du coup, Caïn, il commence à se désagréger et il immole son frère, qu'il tue. Donc, il a vraiment, symboliquement,
il y en a un qui était trop perché, et du coup, il s'est fait, entre guillemets, tuer la partie matérielle, a tué la partie spirituelle, et c'est pour ça que derrière, il y a eu la dégradation de toute cette première génération. Et des années plus tard, ils ont refait du coup Seth, qui était le troisième et qui était au centre. Et la génération de Noé qui a survécu comment ça s'appelle, le déluge, c'est ceux qui descendent du troisième, de Seth. Donc du milieu, encore une fois, on est sur l'équilibre. Donc plus on va être au niveau finance et côté, pas spirituel, mais sens au même degré, plus on va avancer. Et l'entreprise, du coup, l'entreprise qui va fonctionner de manière le plus écologique, c'est une entreprise qui, dans ses perceptions, se perçoit altruiste et égoïste au même degré. Okay, je donne et je prends au même degré. Si je perçois que je donne trop, je vais ressentir du ressentiment vis-à-vis de mes clients. Si je perçois que je prends trop, je vais ressentir de la culpabilité. Mais c'est qu'une question de perception. Ok, donc votre mission est déjà là. J'ai un petit exercice à vous proposer, vous êtes d'accord? Ouais. Ok, avant cela, pour l'introduire, Johan, t'es ok pour l'introduire l'exercice? J'introduis. Allez, vas-y, je te laisse l'introduire. Ouais, alors du coup, moi j'ai fait une petite heure de coaching avec Pierre. C'était justement à la question. Cerveau co, ouais. Où je me disais, putain, en fait, j'ai perdu mon ride, je sais pas, j'ai pas de mission, je sais pas. Et donc, du coup, on a fait une heure avec Pierre, et l'idée c'était, je me disais, ok, au début, je voulais faire de l'oseille, c'était mon but. Maintenant, j'ai fait de l'oseille, mais je sais pas pourquoi je fais ça. Et j'ai l'impression de ne faire qu'acheter des clics et de bosser que pour l'argent. Et que en gros, je suis K1, du coup, et je suis pas Abel. Je n'aide pas la société, je n'aide pas les autres. Et donc du coup, avec Pierre, on a fait une dépolarisation inversée. C'est ça. Et l'idée, donc, il m'a dit en gros, bah voilà, pense à des gens que tu connais qui, pour toi, aident les autres. Donc j'ai pensé à Norton, je pensais à Mohamed Bouclet, je pensais à plusieurs personnes où je me disais, ok, eux, dans leur mission, dans ce qu'ils font au quotidien, ils aident les autres. Ils font progresser, ils leur permettent de faire du piano, ils leur permettent de développer leur cerveau. Et moi, je me disais, bah en fait, non. Moi, je ne fais pas ça. Quoi. Et donc, Pierre, il m'a fait faire un exercice de noter. Le premier exercice, c'était ça, c'est de noter 20 ou 30 affirmations, oui, ou témoignages de clients ou de personnes où je leur ai apporté quelque chose, soit par leur business, soit où on m'a fait de la gratitude en quelque sorte. Ça. Et donc, effectivement, du coup, on a fait cet exercice, et puis au fur et à mesure, le crayon il déroulait, jusqu'au moment où on a eu le fameux collapse. Le fameux collapse, où en fait j'ai fait ah putain, en fait ma mission c'est d'aider les autres à réaliser leur propre mission en leur apportant de la stabilité, en leur apportant de leur performance et en leur permettant de développer leur business. Et là ça a fait piou, et je me suis senti beaucoup plus léger. Et ça m'a permis du coup de relier cet aspect, ok, j'achète des clics, je fais de l'oseille, mais j'aide aussi les autres en même temps, et de se dire que l'un peut aller avec l'autre en fait. Et l'un va avec l'autre. Ouais. Et l'un va avec l'autre, et du coup je fais les deux, et plus je fais d'oseille, plus j'aide les autres en fait. Exactement, ouais. Donc voilà, c'était un super exercice. Cool, du coup je vous propose, on va le faire tout de suite. C'est l'exercice qu'on appelle dépolarisation inversée. Je pourrais vous envoyer le PDF de mon bouquin, on le retrouve vraiment les choses dedans. On va peut-être le faire en 2 étapes. Il y en a qui perçoivent ne pas avoir de mission ici ou être un peu perdu sur la mission. Ok, 1, 2, 3, levez plus haut. Ok, la première étape, du coup, elle va être cool. Pour cela, ce que je vous demande, c'est de trouver un référentiel. Trouver quelqu'un que vous percevez avoir une mission. Peu importe qui c'est, le premier qui vient. Vous l'avez? Ok. Pour vous, la mission va peut-être prendre quelque chose de générique pour aujourd'hui. Avec Johan, ce qu'on a trouvé, si on avait déconceptualisé la mission, c'était aider les autres à, c'était quoi? Évoluer, contribuer, à évoluer? Progresser, à être meilleur, à avancer dans la société, quoi. Ok, donc en gros, différents types de missions, ça peut être, je sais pas, une mission pour vous, regardez si, est-ce qu'une mission, ça veut dire évoluer les autres, faire évoluer et progresser les autres. Par exemple, si ça vous parle, on garde ça, c'est beaucoup plus simple que faire en individuel. Vous pouvez regarder aider quelqu'un d'autre, tout simplement. Et auquel cas, après, ce que vous allez faire,
c'est, voilà, même tout le monde doit pouvoir le faire, comme ça on va pouvoir prendre le fil. En fait, à chaque fois quand on fait une dépolarisation inversée, on va trouver le référentiel. Si je me minimise, ça veut dire que j'ai un référentiel. Okay, je ne peux pas me minimiser sans référentiel. Je me rappelle en février 2020, avant le Covid, chez John DeMartini à Londres, il nous avait fait noter dans toutes les catégories de vie, genre spirituel, finance, business, famille, couple, dans toutes les catégories de vie, avec John DeMartini, il nous avait fait noter entre 1 et 7, à combien vous notez, vous? Et à la fin, sur les différentes catégories de vie, il nous dit, OK, qui a 7 sur 7 partout? Donc je crois que personne sur 100 personnes avait levé la main. Il dit, sachez que si vous étiez seul au monde, probablement vous auriez mis 7 partout en fait. Et là, à chaque fois, on se posait la question, OK, sur ce domaine de vie-là, par rapport à qui ou à quoi je me compare? Et bim, on trouvait. Et à chaque fois, c'était vraiment intéressant de voir qu'à chaque fois, c'est juste qu'on se minimisait par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Donc là, la première étape, c'est de tout simplement, si on part de l'idée qu'une mission, c'est faire évoluer les autres, tu m'as dit faire progresser et faire évoluer les autres. Donc, si ça vous parle, prenez cette phrase-là. Genre, OK, contribuer, c'est faire progresser les autres, les faire évoluer. Vous pouvez regarder juste aider les autres, obtenir ce qu'ils veulent peut-être, ou aider les autres tout simplement. Là, la première étape, vous allez noter 10 moments où vous vous êtes perçu aider les autres, ou faire progresser un autre, ou faire évoluer un autre. Alors, notez vraiment les 10 moments. Donc, à chaque fois, vous notez un espace, un temps, un contexte. C'est-à-dire, un espace, c'était où, un temps, c'était quand, un contexte, c'était avec qui. Espace, temps, contexte. Vous en notez au moins 10. Vous pouvez regarder d'un point de vue business, d'un point de vue avec vos proches, ou quelqu'un d'autre vous a perçu le faire. Soit vous vous êtes perçu le faire, soit quelqu'un d'autre vous a perçu le faire. Avec Yoann, par exemple, c'était des fois des témoignages de clients que tu avais? De clients, de personnes que j'ai coachées, de familles, d'amis que j'ai coachés, que j'ai donné des conseils de business pour monter en boîte. Donc vous pouvez aller voir dans parmi vos amis, votre famille, par rapport au business, une dizaine de moments où vous êtes perçu, faire évoluer, faire progresser quelqu'un d'autre ou aider quelqu'un d'autre. Vous allez voir que si vous le faites bien, il y a très souvent, pas tout le temps, mais très souvent un pattern qui se décide. Il y a souvent un fil rouge. Dès que quelqu'un vous a dit merci, vous pouvez le noter. Quelqu'un vous a dit ah, c'est cool, tu m'as aidé, vous le notez. Essayez d'en noter 10. Même pour ceux qui veulent 15, plus vous en notez, plus vous allez voir, il y a très souvent une ligne rouge. Enfin, une ligne en tout cas. Tu peux répéter, tu avais dit le contexte, qui, et le troisième truc, c'était quoi? Ouais, le contexte, c'est le qui. Okay. Le quand, c'est le temps. Et le où, c'est l'espace. Le temps. Ouais, la temporalité. Le moment. Ouais. C'était il y a 6 mois. Et l'espace, c'est où? Ouais, c'était il y a 6 mois, c'était chez moi, et c'était avec ma tante. Bam, tu notes. On met espace, temps, contexte à chaque fois parce que c'est le monde de l'ego, c'est la dualité. Okay, l'ego, il est dans l'espace-temps. Le jeu, il est dans l'existence. Et si vous en avez déjà 10, ça va monter à 15, parce que vous allez voir que plus vous en notez, plus probablement vous pouvez noter une forme qui arrive. Exactement. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Étienne a dit, ça peut être dans la forme, c'est-à-dire peut-être que a priori, tu ne penses pas les aider, mais en réalité, tu les as aidés. C'était ça? Ouais, c'est vrai. Okay. Ouais. Donc, il peut y avoir cette forme-là. Des fois où tu fais les choses sans faire attention, par exemple, en fait, ça aide quelqu'un. Et... En fait, tu as l'impression que tu t'aides toi-même, mais en fait, en réalité... Ouais, ça peut être ça. Ouais, clairement. Ne minimisez pas ce que vous faites. Notez juste de manière factuelle. De manière factuelle, ah ouais, là, en effet, j'ai perçu que j'ai aidé quelqu'un à évoluer ou progresser. J'ai perçu quelqu'un m'a dit merci, tout simplement, parce que ça l'a aidé à ça. Sans minimiser. Le risque, c'est qu'on puisse minimiser au début. Ah, mais là, je n'ai pas vraiment aidé. Mais si la personne vous a dit merci, vous l'avez aidé. Ouais, mais ce n'était pas réellement important. Est-ce que pour elle, c'était important? Donc, c'est de juste... En fait, le but, quand on fait une dépolarisation, c'est d'enlever les filtres de c'est bien, c'est mal, oui, mais, blablabla. On enlève les oui, mais, c'est juste factuel. Quand est-ce que j'ai exprimé ce trait de caractère-là? Et vous allez voir que chaque être humain exprime tous les traits de caractère. On a tout en nous. Ok, on va passer... Alors, si vous pourrez continuer, mais... Est-ce que déjà, Joe, t'en as trouvé? Ouais. Ça te fait quoi déjà de le voir que tu... En fait, ça clarifie, on va dire. Ok. Là où je les aide. Ok, là où tu les aides. Et souvent, c'est dans ce que t'aimes? Ouais. On contribue le plus, c'est ça où
C'est magique d'être sur Terre, c'est qu'on contribue le plus dans ce qu'on aime le plus. Du coup, plus on est égoïste parce qu'on aide les autres dans ce qu'on aime, plus on sert. Mais en fait, on contribue le plus dans ce qu'on aime le plus. C'est pour ça que j'aime bien noter, souvent, est-ce qu'il y a un pattern? Ouais, à chaque fois, il y a eu ça, ça, ça. Est-ce que tu as passé un moment? Bah ouais, carrément. Et en fait, et du coup, quand on arrête de minimiser le gars, ouais, mais moi, c'est juste des clics. Tu vois, quand on arrête de le minimiser et on voit que ouais, ça a servi, ça a servi, ça a servi, est-ce que tu as aimé? Bah ouais. Et en fait, c'est juste un dogme social, une minimisation par rapport à quelqu'un qu'on perçoit. Non, je n'allais pas faire une blague, c'est trop tôt là-dessus. Quelqu'un qu'on perçoit être altruiste et aider comme ça, qu'on se minimise. Mais sauf qu'on ne voit pas la zone d'ombre de la personne que l'on met sur un piédestal. Du coup, Pierre, si pour ceux qui ont l'impression d'impacter pas dans ce qu'ils proposent réellement dans leur boîte ou dans ce qu'ils font dans leur quotidien, c'est quoi? C'est un... Il se compare par exemple, si on prend Johan, il a l'impression de ne pas impacter parce que je vends que des clics. J'impacte pas. Du coup, on arrive sur l'étape suivante qui permet de voir ça. Et du coup, on va attendre qu'on le fasse comme ça. Tu pourras peut-être faire ton témoignage après, Johan, pour ne pas biaiser l'exercice. Là, vous allez vous arrêter sur un moment en particulier. Vous pouvez le faire sur 3. Sur un moment en particulier où vous êtes perçu en train de contribuer. Là, vous choisissez un moment parmi les 7 à 10 que vous avez notés. OK, c'est bon pour tout le monde? Julien, Vincent, c'est bon? Vous choisissez un moment. Parmi tout ce que vous avez noté, vous choisissez un moment où vous arrêtez dessus. Et là, maintenant, vous allez noter quels ont été les bénéfices pour l'autre que vous exprimiez ce trait de caractère-là. Quels ont été les bénéfices pour l'autre, et même pour aller plus loin, pour l'autre et les gens. Si par exemple, vous avez aidé un client à acquérir aider des gens à acquérir un client, quels ont été les bénéfices aussi pour les clients? Yoann, si tu veux, du coup, finalement, j'ai un peu. Si tu veux, je pense que ça va aider finalement. L'idée c'était ça, après c'était de faire une espèce de petite toile d'araignée et de se dire bon, ok, j'ai aidé par exemple à Norton, du coup il a scalé son budget, donc il a formé plus de gens, donc grâce à moi il y a plus de gens qui peuvent faire du piano. Donc en l'aidant à réaliser sa mission, ça me permet moi aussi d'avoir un impact sur les autres aussi, quoi. Ok, donc ce qu'on a fait avec Yoann, c'est qu'il a regardé quels sont les bénéfices pour tes clients que tu achètes des clics, enfin que tu les aides. Du coup, ils aident les gens pour Norton à apprendre au piano. Et quels sont les bénéfices pour ces personnes et pour leur entourage, etc. Donc vous connectez. Le but, c'est pas d'inventer, c'est pas être dans l'imagination, mais c'est de vraiment connecter les points. Ok, connect the dots. C'est vraiment, je suis là, j'ai le moment dans la tête et je suis capable de dire, ok, il y a là, en effet, là à ce moment-là, je me perçois en train d'aider Norton, par exemple. Ok, le fait que je l'aide, ça lui fait quoi? Ça lui apporte ce client-là. Ok, ce client-là, ça lui apporte quoi? Et vous essayez au maximum d'être présent et de connecter les points. Okay, le danger, c'est de partir dans l'imagination et du coup, on est sur l'hypothétique. Le but, c'est d'être au maximum sur du réel. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Notez au moins 10 bénéfices, au minimum 10 bénéfices pour la personne que vous avez aidée et les gens de son entourage, les parents, frères, sœurs, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, mais vous essayez d'élargir au maximum l'espace. C'est comme si tu étais capable de prendre un hélicoptère et de voir de manière globale. Le but, c'est vraiment d'élargir votre champ de conscience ici, de voir en quoi le fait que vous aviez exprimé ce trait de caractère-là, c'est le ruissellement que tu avais appelé. Le ruissellement, en quoi ça a ruisselé et tout est connecté. Vous notez au moins 10 bénéfices pour les autres d'avoir exprimé ce trait de caractère-là. Et vous creusez, vous ne lâchez pas, vous mettez là-dessus, c'est quoi les bénéfices court terme, moyen terme, long terme, par rapport à, je sais pas, son père, sa mère, l'autre client, frère, sœur, par rapport à sa famille, de manière globale. Regardez vraiment tous les bénéfices, essayez au maximum de coller et d'agrandir la map. Là, vous pouvez continuer là-dessus et vous pouvez vous poser une deuxième question pour vous aider, c'est quels seraient les inconvénients pour l'autre si je n'avais pas exprimé ce trait de caractère, si je ne l'avais pas aidé, quels auraient été les inconvénients pour l'autre? Et pareil, une fois sans jugement, soit sans se dire « ouais mais attends, c'est un peu arrogant de dire ça », sans poser de jugement, juste de manière factuelle. Ok, ça aurait été quoi les inconvénients? Si je n'avais pas été là, il serait parti avec un concurrent. Ça aurait été quoi les inconvénients qu'il partait avec un concurrent? Vous en notez au moins 5, 6, 10. Vous creusez au maximum.
Si vous le faites bien, vous allez voir à un moment donné dans le cerveau, c'est vraiment léger, on sent un petit clic. Et là, c'est waouh, ok. Et il y a tout qui... Et d'un seul coup, il y a tout qui s'ordonne. La partie haute du cerveau voit la synthèse des opposés est vraiment la partie la plus ordonnée. Tant qu'on perçoit plus d'inconvénients que de bénéfices, ou de bénéfices que d'inconvénients, nos perceptions sont déséquilibrées, donc c'est la partie basse du cerveau, schématiquement, qui est aux commandes. Donc le but, ce qu'on fait, nous, en dépolarisation, justement, c'est que l'équilibrage de perception, jusqu'à temps que, justement, on dit dépolarisation, parce qu'il y a plus de lumière qui passe. Et là, on fait « waouh, ok, j'avais pas vu les choses sous cet angle ». Le petit clac. Il y a vraiment la charge émotionnelle qui s'effondre parce qu'il y a le négatif et positif qui s'équilibrent. Et du coup, dès qu'il y a l'antiparticule et la particule qui rentrent ensemble, ça crée de la lumière. D'où le petit chou. Donc, ceux qui n'ont pas senti le petit collapse, bah, vous pouvez continuer bénéfices, inconvénients jusqu'à temps que vous sentiez. Mais vous pourrez discuter avec ceux qui l'ont vécu. Ok. Ouais, Norton. C'est super chaud parce que personnellement, de ne pas être dans l'imagination. C'est dur, hein. C'est d'être dans le concret. Ouais. Pas dans tous les sens à me dire non, mais ça, c'est pas la vérité, j'invente. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois présent. Et en fait, à chaque fois, tu vois, quand on prend les gens, des fois, on leur dit ok, ferme les yeux, tu es présent, là, il y a ça. Quand il y a ça, derrière, il s'est passé quoi? Derrière, il s'est passé quoi? Derrière. Et vu que quand tu es présent, il n'y a pas l'émotion qui vient biaiser, tu peux voir au maximum plus de champs. Mais c'est pas évident. Si t'es pas collé. Quand je le fais seul, moi je me force à être collé, je suis là, ok, clac, 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 et je note en abrégé à chaque fois, jusqu'à temps que je vois le truc en mode, ok, bam, j'ai vu l'ordre dans le chaos. Ouais, Gab. Comment tu fais pour justement faire la différence entre ce qui est spéculatif et ce qui n'est pas? Ouais, quand c'est trop spéculatif, je change et je vais sur un autre. J'essaie de changer, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y en a très peu qui ne sont pas spéculatifs en fait. Dès que c'est le deuxième step. Ah bah, c'est forcément, plus tu t'éloignes, plus c'est dur comme. Du coup, c'est rester au maximum et te dire, ok, est-ce que c'est plutôt vrai, plutôt faux? Après, tu peux te poser la question, l'autre question, c'est quelles sont les opportunités que ça apporte à l'autre, tu vois, en termes de probabilité. Tu peux te poser la question, est-ce que si j'étais là, si je n'avais pas fait ça, est-ce que, en termes de probabilité qu'il obtienne ça, moi j'aime moins cet exercice-là, mais des fois je le fais quand vraiment on est coincé, mais ça fait très très longtemps que ça m'est arrivé, je dis, ok, est-ce que c'est plutôt probable ou improbable que ça arrive? Et si tu ne l'avais pas exprimé, c'est clair que si je ne l'avais pas exprimé, c'est improbable qu'il l'obtienne. Ok, donc le fait que tu l'as exprimé, ça lui donne la probabilité d'obtenir ça. Mais après, est-ce que c'est ta responsabilité ou pas qu'il l'obtienne? Non, c'est pas ma responsabilité. Ok, donc toi, le fait que tu aies fait ça, le bénéfice, c'est que ça a donné cette probabilité d'obtenir ça. Il peut l'obtenir s'il le veut. Donc tu lui as donné la possibilité. C'est ça que tu me dis? Oui. Et du coup, là, c'est un bénéfice. Okay, tu vois, donc il y a plein de questions à se poser. Il faut trouver sous quelle forme trouver la bonne question, se la poser. En fait, dès qu'on me pose la question, le cerveau, il va chercher et c'est juste une question de quel est le bon levier, quoi. Une question est un levier. Est-ce qu'il y en a déjà qui voient un peu plus clair? Pour ceux qui... On va faire deux objectifs en parallèle pour comme ça être sûr de pas dans 5 minutes finir. Pour ceux qui se comparaient tout à l'heure, qui se comparait déjà à quelqu'un? Ok, ceux qui se comparaient... Il y a un peu plus. Qui se comparait tout à l'heure? Ok. Déjà, reprenez la personne de base où vous la percevez en train de contribuer. Et là, vous allez noter quels sont les inconvénients pour moi que je perçois que l'autre exprime ce trait de caractère-là. Donc la question, c'est quels sont les inconvénients pour moi que je perçois que l'autre exprime ce trait de caractère. Pour aider, peut-être, Tuan, je ne sais pas si ça peut aider que tu apportes les inconvénients que toi, tu percevais que... Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Non. Ok. Donc, je regarde par rapport à qui je me compare, je vois exprimer ce trait de caractère-là, et je me pose la question, je peux même fermer les yeux, quels sont les inconvénients pour moi que je perçois l'autre exprimer ce trait de caractère? Et je note les inconvénients. Je me minimise, je me prends... Ça peut être ce que tu ressens, mais une fois que tu as ce que tu ressens, tu tires dans la matière. Et le fait que je me sente nul, factuellement, c'est quoi? J'ai le seum. Et factuellement, le fait que tu as le seum, c'est quoi l'inconvénient? Je passe pas à l'action, par exemple. Et tu déroules le fil. Donc, quels sont les inconvénients pour moi que je perçois l'autre exprimer ce trait de caractère-là? Je me compare, je me trouve nul. Exactement. Ouais. C'est pour ça que la question, c'est... Ça a sur nous, genre j'ai ça, je pense que je fais rien. Exactement. Et là, tu déroules. Donc, la question, c'est quels sont les inconvénients
pour moi que je perçois l'autre exprimer ce trait de caractère. Et là, très souvent, je me minimise, du coup, je passe pas l'action, du coup, je fais pas ça, pas ça. Et vous allez noter toute la causalité. À chaque fois, vos perceptions entraînent vos décisions, entraînent vos actions. Et à chaque fois, ce n'est pas un problème d'action qui est mal faite, c'est un problème de perception. L'action est l'effet, la perception est la cause. Tu changes la cause, l'effet change. Et ça, plus j'avance dans mes formations, en ce moment avec Donald Epstein aux États-Unis, plus à chaque fois je vois que c'est 95% du temps, ce n'est pas un problème d'action, c'est une question de perception. Et j'hallucine de plus en plus. Et du coup, dans mes perceptions, plus j'avance, moins je force. Parce que tu travailles sur la cause. Et c'est assez hallucinant. Vous allez voir, si vous pratiquez, vous allez voir, à chaque fois, les choses elles s'équilibrent assez rapidement. En fait, une fois que vous avez fait... Alors, vous pouvez faire ça, et les autres, simplement noter les autres en attendant. Prenez juste une minute, vous pourrez continuer après. C'est quels sont les bénéfices pour vos clients. Ça, on l'a déjà posé. Il y en a qu'on a déjà noté, les inconvénients, là, pour... Vous avez noté ? Ok. Donc, on va rester sur ça et je donnerai l'autre exercice après. Autrement, je sens que la fatigue et le soleil m'a niqué en énergie. Ok, donc ceux qui l'ont fait. Ensuite, Tania, tu l'as, toi ? C'est bon, tu as les inconvénients ? Ok, Julien, tu les as ? Ok, maintenant, vous allez revenir sur la personne de départ et vous allez regarder sous quelle forme elle exprime aussi le trait de caractère inverse, sous quelle forme elle ne fait pas évoluer les autres ou elle n'aide pas les autres. Observez ça et Joe, tu l'as ? Regarde l'autre sous quelle forme il n'exprime pas. Tu l'as ? Tu le vois ? Là, c'est important de le voir. Ok, là, je vois que l'autre, en fait, il n'aide pas les autres sous cette forme-là, où il exprime, où il ne contribue pas, ou bref, ce que vous avez par rapport à la mission. Et une fois que vous avez ça, vous notez les bénéfices pour vous de percevoir ça. Okay, je perçois quand est-ce que l'autre exprime aussi l'inverse. Et une fois que j'ai ça, ok, là, je vois que, je voyais qu'il exprimait, qu'il aidait les autres sous cette forme-là. Sous quelle forme il exprime l'inverse ? Sous cette forme-là, ouais, en effet, là, le mec, il n'aide pas les autres, il pense qu'à sa gueule, ou enfin, ce que vous voulez. Et vous notez, ok, maintenant que je vois ça, quels sont les bénéfices pour moi de percevoir ça ? Là, il faut jouer avec... Julien, tu l'as ? Tu vois quand l'autre exprime l'inverse ? Et tu vois les bénéfices pour toi ? Normalement, il y a une autorisation qui se crée, en général. Ouais, en mode, ok, moi aussi, je peux, et fuck. La finalité, c'est ça, c'est fuck. Vous voyez, en faisant ça, il n'y a pas besoin de se masturber pendant 3 heures pour dire c'est quoi ma mission. Et quand on arrive à la fin d'un collapse, normalement, la mission, elle est claire. Ok, j'ai des gens à passer à l'action en priorisant, c'est ça ? En priorisant, hiérarchisant, clac. Joe, tu l'as... Tu vois, ce serait quoi, du coup, la mission, si ça venait comme ça ? Ok, donc peut-être les gens à prendre confiance en eux dans le milieu de la bourse. Leur montrer que c'est possible et leur montrer qu'ils peuvent le faire. Vous voyez, la mission, elle est claire quand il y a le collapse. Votre cortex préfrontal, votre partie haut du cerveau, sait. Et je me suis remis en question et j'ai arrêté tout ce que je mettais en place pour redémarrer ma activité. Ouais. Mais si j'avais fait cet exercice avant justement ce chiffre, j'aurais impacté que dalle à part moi, tu vois. Donc en fait, ça c'est déjà dans le bon sens de la route. Non, tu percevais en fait, mais tu aurais vu que tu le faisais. Si tu fais cet exercice-là à l'époque où tu étais, et tu regardes, ok, qu'est-ce que tu juges sur l'ancien toi ? J'ai impacté que moi-même. T'impactais que toi-même ? Ok. Regarde déjà aujourd'hui sous quelle forme t'impactes que toi-même. Mais c'est sûr que j'avais besoin de ça pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. C'est clair, si je te déroule la pelote et tout. Mais du coup, regarde, quand tu perçois que t'impactes que toi-même, regarde en fait déjà derrière impact, c'est quoi que tu mets si tu déconceptualises, tu vois, et puis va voir sous quelle forme cette partie-là que tu perçois qu'impactait pour toi. Ça, c'était la perception que tu avais. Regarde sous quelle forme elle contribuait en fait. Il y a forcément elle contribuait, c'est sûr. Autrement, tu n'aurais pas pu créer ça. Tout ce qui n'a pas de raison d'être disparaît. C'est-à-dire que tout ce qui existe a une raison d'être. C'est que tu as atteint ton objectif avec ça, en fait. Mais à travers ça, regarde en quoi ça a contribué. Ou des polarisations classiques dessus, en mode, OK, je perçois que j'étais plus égoïste à l'époque. Tu vois, par exemple, je sais pas, est-ce que tu perçois que... Ouais, c'était quoi le jugement que tu avais, que tu perçois si tu te connais pas le toi du passé, tu sais pas que c'est toi. C'est quelqu'un que tu connais pas dans la vie, que tu vois sur Internet comme ça. Je sais pas, Isimoni, quoi, je sais pas comment on pourrait dire, mais c'était jouer les coups faciles, quoi. Il jouait les coups faciles, ok. Tu vois, et là tu peux voir sous quelle forme aujourd'hui tu joues encore les coups faciles en fait. Quand tu fais que
donner, tu as besoin de recevoir aussi. Est-ce que Ouais, bah, si tu fais que de donner en attendant quelque chose en retour, l'intention, elle est... Enfin, de toute façon, l'intention, elle est tout le temps égoïste, mais si tu cours après quelque chose où tu seras tout le temps déçu. Parce que les gens, en fait, la vie va te challenger pour te dire... Ça, c'est ouf, hein. La vie va nous challenger pour nous dire, OK, fais juste ce que t'aimes, aime ce que tu fais, attends pas le retour. Et c'est là où, du coup, tu as plein de retours. Tu vois, en mode, fuck, je m'en fous de donner. En fait, je fais juste parce que j'ai envie de le faire et je sens qu'il y a un équilibre, en fait, entre ce que je donne et ce que je prends. Je sens pas que je donne, mais je me fais un peu léser, tu vois. Comme disait mon mentor, je me fais léser avec un grand B. Tu sens que tu peux... Tu sens que tu donnes et c'est OK, en fait, si personne te rend en retour, en fait. Par contre, si tu donnes avec une intention d'avoir un retour, tu sais que tu seras déçu. Est-ce qu'il y en a que ça a éclairci, aidé, embrouillé? Est-ce que tu penses que ça peut être aligné contre tous les persos? Ouais. Parce que souvent, je sais pas, ta boîte, t'as quand même un besoin de faire du cash, quoi. Ouais, la question, c'est est-ce que tu peux être aligné entre ta boîte et ton perso parce que l'entreprise, tu as quand même besoin de faire du cash. Et du coup, bah, en fait, quand tu comprends que l'entreprise, elle existe parce qu'elle est en train de servir les autres, et toi, par rapport, tu sers les autres et du coup, tu récupères en retour, bah, c'est OK, en fait, tu vois. Moi, tu es en train d'assumer... C'est filmé, là. OK. Tu es en train d'assumer que toi, tu as des besoins personnels. Tu évolues de manière individuelle et égoïste. Tu as envie de t'amuser dans le monde matériel et d'avoir des expériences matérielles. Et tu te sens honoré à être au service de ton entreprise et avoir ce cash en retour, en fait. Tu connectes les deux, en fait. Tu vois, c'est vraiment l'enthousiasme, votre mission, c'est vraiment l'énergie, ce que Napoleon Hill dit, l'énergie sexuelle, en fait. C'est vraiment le chakra, pour les gars, c'est les couilles, quoi, tu vois. Quand vous êtes enthousiaste, vous avez de l'excitation, en fait. Tu as vraiment de l'excitation de création, mais c'est la même excitation que se mettre en couple, sous une forme différente. Et du coup, tu vas créer ça et tu es content t'es content de créer, tu es content de prendre. Et il n'y a pas de charge avec ça. Les gens qui vont vous faire... Et ça qui est intéressant, c'est que les gens qui vont vous donner des leçons morales en vous disant ce que tu fais, c'est pour faire de l'argent, etc., sont des gens qui répriment cette partie-là d'eux. Et eux, ils font peut-être des trucs dégueulasses à côté. Et vous ne le savez pas. Mais pour avoir fait plein de séances aujourd'hui avec l'Académie de haute performance France-Espagne, on est rendu à plus de 1500 personnes qui est passé. Bah, j'arrive pas à voir un être humain mieux qu'un autre. Il n'y a pas quelqu'un, on avait fait, je me rappelle une fois sur l'abbé Pierre, alors avant qu'il y ait ça, mais sur un séminaire avec un gars, il percevait altruiste à l'abbé Pierre, et à la fin il fait le collapse, il fait putain, en fait c'est un gros égoïste, il voulait juste insuffler ses valeurs, tu vois, et créer sa vision du monde. C'est juste, à chaque fois, c'est juste les jugements, c'est juste des valeurs et des priorités qui sont différentes. Et la vie va nous challenger à se détacher des valeurs sociales et morales pour simplement suivre notre cœur et être aligné et se dire, bah, OK, ça ne plaît pas à ces personnes-là. Et vu qu'on est dans un monde de dualité de matière et que le monde est parfaitement équilibré, et c'est comme un aimant, en fait, on est polarisé comme un aimant. Le corps, la chair, j'aime bien dire la viande, elle ne veut pas disparaître, elle ne veut pas se faire bouffer. La viande, elle veut bouffer et pas se faire bouffer. Et elle est polarisée. Et plus je vais polariser et exprimer haut et fort ce que je dis, plus je vais cliver. OK ? Donc, c'est arriver à se dire à un moment donné, ma mission, c'est ça, je clive et je suis OK. Si je veux être aimé par 50% des gens, je suis prêt à être détesté par 50% des gens. Parce qu'au même moment où je vais vouloir construire quelque chose pour les autres, quelqu'un va vouloir détruire. Okay, j'ai quelqu'un qui va vouloir créer des fusées pour aller dans l'espace et il y a des écolos qui vont arriver. Donc, il y a l'équilibre qui est là. Et l'équilibre est normal, il est naturel. Moi, au moment où maintenant je discute sur la dépolarisation, préparation mentale et tout, j'ai tous les chercheurs qui me tombent dessus, qui disent que je suis dangereux, que je fais de la manipulation mentale, ça j'avoue, que je fais de l'emprise mentale, que j'arnaque et tout, etc. Tu te dis, OK les gars, vous êtes chercheurs, vous êtes censés vous baser sur des faits. Donc là, vous êtes en train d'exprimer le trait de caractère que vous réprimez. Vous êtes en train de me juger sans preuve. Vous émettez des hypothèses comme des thèses. Okay ? Et quand tu comprends que chacun exprime tous les traits de caractère, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui t'emmerde ou quelqu'un que tu perçois ici, tu fais une dépolarisation inversée si tu le perçois mieux que toi, dépolarisation classique si tu le perçois moins bien que toi, et tu vois que finalement tout a un rôle, tout est équilibré, et tout a une raison d'être qui était le thème de la conf aujourd'hui. Voilà, ça vous a été utile ? Ouais. Cool.